Bien, bonjour. Bonjour. Vous y êtes? Alors, aujourd'hui, on va terminer l'examen du problème de l'autorité politique qui nous a occupés pendant quelques séances. Et puis, on va passer à la question de la justice distributive pendant quelques séances. Et puis, on parlera des deux dernières idéologies politiques. Lors des deux dernières séances, on fera un peu plus court, à savoir conservatisme et théorie de l'identité. Ça, c'est pour le programme des séances qui nous restent. Alors, petite synthèse sur le problème de l'autorité politique. Le problème en général, maintenant vous êtes familier avec lui, c'est la question de savoir comment se fait-il, si c'est le cas, que l'État puisse légitimement nous imposer des obligations. On a vu tout un tas de réponses possibles, on a vu différentes versions de théorie du contrat. Souvenez-vous de la théorie du contrat hypothétique qui va être importante parce qu'on va parler de Rawls aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la théorie du contrat hypothétique? C'est celle qui dit l'État peut nous contraindre parce qu'il y a des situations possibles dans lesquelles on aurait accepté qu'il nous contraigne. On verra que Rawls, quand il parle de justice distributive, va s'appuyer sur des idées voisines. On a envisagé différentes objections à ces différentes théories du contrat, solutions démocratiques, différentes objections, solutions conséquentialistes qui consistent à dire l'État est légitime à nous contraindre parce que ça permet de maximiser les bonnes conséquences pour chacun d'entre nous. On a vu que là encore, il y avait deux grands types d'objections. Premier grand type d'objection au conséquentialisme, l'objection qui consiste à dire on peut peut-être arriver à des solutions aux problèmes de décision collective sans l'État. Et deuxième grand type d'objection aux solutions conséquentialistes, qui consiste à dire même si laissé à nous-mêmes sans État, on n'arrive pas à des solutions optimales, peut-être que l'État ne peut pas réussir à faire beaucoup mieux que ce qu'on fait tout seul. Donc ça nous a conduit à nous intéresser au dernier type de solution qu'on a vu la dernière fois, qu'on appelle les solutions du fair play. Ce sont les solutions qui disent, à partir du moment où vous avez un certain nombre d'individus qui collectivement se lancent dans une entreprise dont vous tirez des bénéfices, alors vous avez le devoir de participer à cette entreprise. L'idée de départ, c'est l'exemple du bateau. Tout le monde rame sauf Jean qui est en train de fumer sa cigarette. On a le droit de dire à Jean, et grâce à nous, tu vas sortir de la mer, donc tu rames avec nous. Ou tu écopes, je ne sais plus quel était l'exemple. Et puis on a vu qu'il y avait différentes objections à cette solution également la dernière fois. Une des grandes objections de Nozick qui a fait couler un petit peu d'encre dans le domaine, ça consiste à dire si tout le monde décide chaque jour de faire quelque chose qui me bénéficie, et qu'on vient, donc vous savez, c'est l'exemple du kiosque à musique, tout le monde va venir jouer un petit peu de musique dans le parc, puis un jour je vais frapper à la porte de Loïc, puis je lui dis, Loïc, c'est votre tour maintenant, il a écouté la musique jusqu'à maintenant, puis Loïc va dire, non, moi j'étais content d'écouter de la musique, mais je ne suis pas prêt à sacrifier mon dimanche pour en faire pour vous, donc c'est pas parce que je bénéficie d'une entreprise collective que vous avez le droit de me contraindre à participer à cette entreprise collective. Voilà pour un micro-résumé de là où on en est. Est-ce qu'il y a des questions, des zones d'ombre qui restent dans les différents éléments qu'on a vus? Ou est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, la dernière chose qui nous reste à voir maintenant au sujet de l'autorité politique, c'est qu'est-ce qui se passe si aucune de ces solutions ne marche? Donc on veut comprendre pourquoi l'État a le droit de nous contraindre, quelle est la conséquence qu'il faut tirer, s'il est vrai, comme les objecteurs de ces solutions, à ces solutions le pensent, qu'aucune ne permet de justifier les États tels qu'on les connaît. D'accord ? Et bien la conséquence de ça, c'est pour beaucoup que si on ne peut pas résoudre le problème de l'autorité politique, on est conduit à une position qu'on appelle l'anarchisme. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme? C'est la théorie qui consiste à dire l'État n'est pas légitime. Il n'y a pas de manière de sauver la légitimité de l'État. Alors je voudrais vous dire quelques mots sur l'anarchisme, aujourd'hui dans un premier temps, et ensuite deux façons possibles de renverser ou de refuser le problème de l'autorité politique qui donne lieu à deux positions un peu alternatives. Alors l'anarchisme pour commencer. Qu'est-ce qui suit de tout ça si l'État n'est pas légitime, si aucune des tentatives de justifier l'autorité de l'État ne fonctionne? Gardez peut-être en tête, je ne vous l'ai pas dit dans le rappel tout à l'heure, mais dans les tentatives de justifier l'autorité de l'État, souvent il y en a qui marchent pour certaines lois ou pour certains types d'interventions d'État, mais pas pour d'autres. D'accord ? Et là, on cherche à comprendre l'autorité de l'État en général. Est-ce qu'il faut obéir à toutes les lois étatiques? Alors, qu'est-ce qui se passe si l'autorité de l'État ne peut être défendue? Alors, l'anarchisme, il y a un petit peu la terminologie n'est pas complètement fixée, mais ici, on reprend la définition qu'on donne Simons, qui est un des grands philosophes politiques qui s'est intéressé
à l'anarchisme en particulier, à l'autorité de l'État plus généralement. On en a déjà SI, 2M, ONS, on va le revoir aujourd'hui, on en a parlé quand on parlait des théories du fair play. Lui définit l'anarchisme de manière relativement standard comme ça. L'anarchisme, c'est la thèse selon laquelle l'État n'est pas légitime. Donc c'est juste une thèse sur la légitimité d'une institution ou d'un ensemble d'institutions. Il y a deux corollaires à ça. Premier corollaire à ça, nous n'avons pas d'obligation politique. Okay. L'État essaye de dire, moi je peux vous imposer des obligations politiques, mais si vous êtes un anarchiste, vous dites non, en fait, tu n'as pas le droit de m'imposer des obligations politiques, donc les obligations que tu m'imposes, j'y suis pas tenu. Et deuxième corollaire à ça, qui est la manière de voir la même chose, mais du point de vue de l'État, l'État n'a pas le droit de nous contraindre. Il n'a pas le droit de nous forcer à obéir à ces décrets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thèse anarchiste. Et il y a deux grandes versions d'anarchisme. Enfin, il y a tout un tas une myriade de versions d'anarchisme, mais les deux peut-être les plus intéressantes pour nous ici, en tout cas celle que j'ai retenue. Pardon, non, c'est pas... oubliez ce que je viens de vous dire. Je vais venir aux deux grandes versions dans un instant. Il y a différentes forces d'anarchisme. C'est une autre distinction au sein des types d'anarchisme. Vous pouvez avoir un anarchiste qui est relié à un certain type d'État. Et dire, moi, si l'État suisse était autrement, je serais d'accord d'obéir, mais juste dans cet État-là, je n'obéis pas. Donc vous êtes juste anarchiste dans un État particulier. En général, ceux qui sont anarchistes ont une théorie plus générale. Ils pensent qu'aucun État existant, avec un A, n'est légitime. Donc, parmi tous les États qu'on trouve aujourd'hui, y compris ceux qui sont les plus démocratiques, les plus libéraux ou les plus égalitaires, quelles que soient vos idéaux politiques, aucun des États qui existent n'est légitime. Et puis vous avez une forme très forte d'anarchisme qui est un peu plus rare, mais qui est parfois défendue par Wolff notamment, qui dit c'est l'idée même d'un État qu'il est impossible de justifier. Donc même un État absolument idéal, utopique, ne pourrait jamais être légitime. Donc en général, quand vous avez des personnes qui souscrivent, des philosophes qui souscrivent à l'anarchisme dans la littérature, c'est plutôt le deuxième point qu'ils mentionnent ici, en disant les États qui existent n'ont pas de légitimité suffisante, et donc nous n'avons pas d'obligation politique, et l'État n'a pas le droit de nous contraindre. Bien, donc ça c'est l'anarchisme. Et une question qui se pose immédiatement aux anarchistes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'y a pas d'obligation politique? Il n'y a pas d'obligation politique. Deux questions. Est-ce que individuellement, ça implique qu'on n'ait aucun devoir d'obéir aux lois? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut maintenant si on est anarchiste? Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'État? Si l'État est illégitime, est-ce qu'on ne doit pas renverser l'État? Donc ça, c'est les deux questions auxquelles on va répondre maintenant. Et vous allez voir que, maintenant, je vais introduire les deux versions d'anarchisme dont je vous parlais précédemment, qui ont des attitudes totalement distinctes par rapport à ça. Il y a deux formes d'anarchisme qui sont distinguées dans la littérature, souvent sous ces termes, que je reprends ici. On parle, dans le sens le plus fort, d'anarchisme politique. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme politique? C'est un ensemble de personnes qui souscrivent à l'anarchisme tel qu'on l'a défini, l'État est illégitime, et qui tirent la conséquence qu'il faut renverser l'État. Il faut mettre un terme à l'État parce que l'État impose des contraintes qui ne sont pas légitimes, il n'y a pas d'obligation politique. Donc, non seulement l'État n'a pas d'obligation, nous n'avons pas d'obligation politique, mais nous avons l'obligation morale de renverser l'État puisqu'il impose des obligations illégitimes. Et puis on a une autre version d'anarchisme, qu'on appelle l'anarchisme philosophique, qui maintient que l'État est illégitime, mais qui soutient par ailleurs que, en dépit du fait qu'il est légitime et que nous n'avons pas de devoir moral de lui obéir, nous n'avons pas forcément d'obligation de lui désobéir ou de le renverser. Donc pour un anarchiste philosophique, vous pensez que l'État est illégitime, mais au fond, ça ne va pas changer grand-chose à ce que vous faites. Vous allez continuer à obéir à la plupart des lois, pour des raisons qu'on va voir dans un instant, et puis vous n'allez pas chercher à renverser l'État. Ça ne va pas induire des obligations chez vous de complètement modifier le fonctionnement de l'État. Ok, ça c'est les deux versions d'anarchisme. Et puis il y a une objection assez évidente si vous avez compris l'anarchisme philosophique, qui a été évidemment avancé tout de suite par les anarchistes purs et durs, c'est de dire, mais en fait,
vous dites que vous êtes des anarchistes, mais c'est du tofu anarchisme, quoi. C'est pas de l'anarchisme, parce que vous dites que vous êtes contre l'État, puis quand on vous dit maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, vous dites, moi je continue à obéir aux lois, je vais rien changer du tout. Donc ça c'est une objection mise en avant en général par les adversaires de l'anarchisme philosophique, soit qu'ils soient eux-mêmes pas des anarchistes, c'est le cas de Miller, soit qu'ils soient eux-mêmes des anarchistes politiques, qui disent dans tous les cas, l'anarchiste, en deux mots, l'anarchiste philosophique, c'est une forme de poule mouillée, parce qu'il dit que l'État est illégitime, mais il continue à dire « Ah, je vais continuer à obéir à l'État. » Alors, ce que je voudrais qu'on voit brièvement maintenant, c'est pourquoi est-ce que l'anarchiste philosophique, pas politique, pardon, peut dire ça. Philosophique ici, hein. Donc l'anarchiste qui se fait traiter de poule mouillée. Est-ce que vous voyez comment quelqu'un qui pense que l'État est illégitime peut néanmoins faire valoir qu'on ne doit pas renverser l'État et qu'on est tenu par certaines obligations qui nous sont imposées par l'État? Ou est-ce que ça vous semble être une position complètement désespérée? Donc si vous pensez que l'État n'est pas légitime, est-ce que vous prenez les armes? Est-ce que vous montez au palais fédéral, vous essayez de renverser tout ça? Ou est-ce que vous dire, ouais, c'est pas légitime, mais finalement, je vais quand même pas faire ça? Lucas? Il y a plusieurs moyens d'arriver au fait que l'État cesse d'exister. Et puis, il y en a plein qui nécessitent que pendant un moment, on joue selon les règles. Si on est plutôt réformiste, ça va impliquer que, voilà, pour l'instant, je vais jouer le jeu, je vais respecter les lois, mais je travaille quand même activement pour qu'on aille vers plus d'État. Oui, alors là, c'est une bonne réponse sur les moyens employés. Donc les moyens, là, je vous ai dit, l'anarchisme politique, c'est celui qui dit on a une obligation de renverser l'État. Après, comment est-ce qu'on doit renverser l'État? Il peut y avoir plusieurs moyens. Il peut y avoir un moyen directement violent, et puis il peut y avoir, comme vous le suggérez, une manière plus douce, c'est de dire, bon, nous, on va essayer de convaincre les gens autour de nous, petit à petit, on va faire en sorte que les institutions prennent de moins en moins de place, de manière à ce qu'on arrive progressivement à l'anarchie. Mais dans tous les cas, ça reste ça une version d'anarchisme politique, même si c'est un anarchisme politique doux, parce qu'on cherche à renverser l'État. L'anarchiste philosophique, il dit, moi je ne veux même pas chercher à renverser l'État. Je pense qu'il n'est pas légitime, mais je ne veux pas chercher à le renverser. C'est pour ça qu'il prête le flanc à la critique de dire, mais en fait, vous êtes des mous, parce que vous dites qu'une chose n'est pas bien, ou illégitime, et vous ne voulez rien faire pour essayer de la renverser. Donc c'est une bonne idée, mais qui va plutôt en faveur d'une forme douce d'anarchisme politique qu'une défense de l'anarchisme philosophique. Donc si on revient à l'anarchisme philosophique, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui pense que l'État n'est pas légitime, qui a été convaincu par les objections qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais qui est quand même pas prêt à dire il faut se débarrasser de l'État. Pourquoi est-ce qu'on peut néanmoins dire ça? Oui. Peut-être parce que, comme un anarchiste, l'anarchiste, c'est que chacun est responsable de son destin ouvrier. On ne peut pas imposer aux autres d'être anarchiste, et ça doit bien faire les gens eux-mêmes. Ah, c'est bien, j'ai pas pensé à ça. Donc, une idée souvent au cœur de l'anarchisme, c'est une forme d'idée libérale ou libertarienne de dire, nous, justement, ce qu'on n'aime pas dans l'État, c'est qu'il impose la même chose à tout le monde. Si jamais il y a des personnes qui sont contentes avec l'État, moi, je ne vais pas les forcer à quitter l'État. Donc, si Lucas, lui, il est très content d'être forcé à payer pour des choses débiles, grand bien lui fasse, mais moi je ne vais pas détruire son petit jouet qui lui fait plaisir. Donc ça peut être une option de dire, moi comme anarchiste, je quitte l'État, je joue plus avec les règles de ce jeu-là, donc pour moi j'ai plus d'obligations politiques, mais je ne veux pas imposer aux autres de ne plus avoir d'obligations politiques. Très bien, c'est un bon point. Alors il y a deux réponses un peu plus générales qui ont été avancées par Simons, donc, qui est un des grands défenseurs de l'anarchisme philosophique aujourd'hui. Je vous les mentionne parce que ça permet de voir aussi les faiblesses et les intérêts de la position. La première chose que dit Simons, c'est qu'il dit « Moi, je ne pense pas qu'on puisse justifier la légitimité de l'État, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand nombre d'obligations qui nous sont imposées par l'État qui sont légitimes. Légitimes dans quel sens? C'est que l'État nous impose des obligations qui sont redondantes par rapport, j'arrive tout de suite, par rapport à des obligations morales. Donc quand l'État vous dit torturez pas vos copains pour rigoler, ça c'est interdit, okay, vous allez en prison si vous faites ça. Vous n'allez pas dire, le jour où on renverse l'État, ah c'est bon, il n'y a plus d'État, je vais pouvoir aller torturer Jean pour rigoler. Bon, Jean peut-être, mais pas Charlotte quand même.
c'est pas parce que les obligations étatiques disparaissent que soudain, on n'a plus d'obligations morales. Donc l'argument ici, c'est de dire les obligations de l'État, elles sont redondantes par rapport à nos obligations morales. Et si vous satisfaisez ces obligations morales, alors, nolens volens, sans vous en rendre compte, vous satisfaisez les obligations de l'État. Donc ne pas tuer, c'est obéir à la loi, en un sens. Vous ne le faites pas parce que c'est la loi qui vous dit ça, vous le faites juste parce que vous pensez qu'il y a une obligation morale de ne pas tuer. Oui. Alors peut-être j'ai pas compris, mais là vous avez dit que Simons c'était un anarchiste philosophique, et là vous avez mis réponse. Oui, vous avez raison, c'est ça que je voulais corriger tout à l'heure, mais je ne voulais pas le faire directement. Merci. Sinon je vous aurais montré les réponses. Ok, donc vous voyez le premier point de l'anarchiste, merci. Le premier point de l'anarchiste philosophique, c'est de dire il faut être un petit peu plus subtil quand on pense aux obligations que nous impose l'État, parce qu'il y a un grand nombre d'obligations, typiquement de droit pénal, qui sont des obligations qu'on veut satisfaire, même indépendamment de l'État. Donc ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'État que vous refusez toute obligation morale. Vous pouvez être aussi un nihiliste au niveau moral, penser qu'il n'y a aucune obligation morale, mais là on n'est plus dans la philosophie politique. Donc vous pouvez très bien politiquement refuser la contrainte de l'État et néanmoins maintenir qu'il y a beaucoup d'obligations morales vis-à-vis d'autrui et que ces obligations demeurent. Donc ça c'est le premier point de Simons, c'est qu'il dit l'État de fait nous impose un certain nombre, la plupart des obligations et des interdits moraux forts, ils sont entérinés par l'État, par le droit positif. Essayez de penser à quelque chose de vraiment moralement abject que l'État n'a pas renforcé par du droit. C'est pas si évident de trouver des exemples, on peut sans doute, mais ça saute pas aux yeux. Donc ne pas tuer, ne pas agresser, ne pas causer de la misère, ne pas voler, etc. Et puis le deuxième point que dit Simons, qui va un peu dans le sens de ce que disait Lucas tout à l'heure, mais qui est sensiblement différent, c'est de dire moi je suis un anarchiste, je ne pense pas que l'État soit légitime, mais par contre, je vois que le mal causé par le fait de renverser un État serait bien pire que le bien causé par le fait qu'il soit renversé. Maintenant. Pourquoi ? Parce que pour renverser un État, les moyens doux ne vont pas marcher. Lucas avait espéré que ça marche, mais Simons dit si ça se trouve, ça ne marche pas. Il va falloir une révolution. Les révolutions, c'est toujours sanglant, violent. Et à l'arrivée, effectivement, on a moins de contraintes. Donc l'État à l'arrivée peut être positif. Mais pour y arriver, il faut causer énormément de violence. Donc, peut-être qu'il faut mieux se contenter d'un mal, de l'existence d'État, qui est un mal, mais qui est peut-être un mal nécessaire, en ce sens que renverser l'État, ça conduirait à un mal encore pire. Je vous cite Simon Sapard, dont je n'ai pas traduit. Juste le premier paragraphe. We should not then be very surprised or troubled to find that both defenders and opponents of political obligations argue for similar practical stances with respect to many of the law's requirements and with respect to revolutionary political activities. Donc on ne devrait pas être surpris par le fait que beaucoup de ceux qui s'opposent ou qui défendent les obligations politiques, donc les anarchistes et les étatistes, dès qu'il s'agit de la question de savoir s'il faut respecter les lois ou faire des révolutions, finalement, ils se retrouvent dans le même camp, à dire oui, il faut respecter les lois, il ne faut pas faire de révolution. Pourquoi ? C'est un passage en gras. That both the anarchist and the defender of state legitimacy find murder, assault and acts aimed at producing massive and violent social upheaval to be morally indefensible in no way suggest that their theories are really indistinguishable. Donc là, l'idée de Simons, vous pouvez y penser de la manière suivante. Vous prenez un groupe de personnes, tout le monde en apparence satisfait la loi, personne viole des lois. Okay. Mais en fait, dans ce groupe, il y a deux types de personnes complètement différents. Vous avez ceux qui respectent la loi parce qu'ils croient que l'État est légitime. L'État nous a imposé des obligations, ne pas tuer, ne pas faire de révolution massive. Ça, c'est les étatistes. Et dans ce groupe qui en apparence respecte les mêmes lois, vous en avez d'autres qui respectent les lois, non pas parce qu'elles viennent de l'État, mais parce que ce sont des obligations morales. Je ne fais pas la révolution parce que ça va causer plein de mal. Je ne tue pas Jean parce que ça va causer du mal. Okay, pas parce que l'État me l'a dit. Vous voyez qu'à l'arrivée, vous faites la même chose. Vous faites la même chose, mais vous le faites pour différentes raisons. Ça, c'est le point de Simons. D'accord ? Donc, vous pouvez être un anarchiste, d'après lui, tout en satisfaisant la plupart de vos obligations, enfin, en tout cas, un certain nombre des obligations qui viennent de l'État. Alors, Simons, ce n'est pas complètement une boule mouillée, pour reprendre l'exemple
de la diapo précédente, enfin, l'objection qu'on est en train de traiter, parce que Simon dit peut-être il y a d'autres obligations auxquelles on peut et on a même le devoir de se soustraire. Peut-être que, quels sont ces exemples? Peut-être que l'État nous impose un certain nombre de choses auxquelles, pas des obligations qui ont trait à tuer quelqu'un, torturer quelqu'un, mais des choses qui ne font pas de mal à autrui, auxquelles on peut se soustraire, et là-dessus il n'y a pas de problème. Donc il n'est pas en train de nous dire vous devez obéir à toutes les obligations de l'État. Il est juste en train de nous dire, pour les obligations qui recoupent nos impératifs moraux, on a intérêt enfin on n'a pas intérêt, on a aussi cette obligation, mais pas pour la raison qu'elle vient de l'État. Bien, ça c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'anarchisme. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il me semble que là, on fait l'impasse sur... c'est-à-dire, est-ce que la violence a toujours la même valeur? Actuellement, par exemple, en Italie, ces jours, ils fêtaient l'anniversaire de la libération. Ouais. Et c'est le gros thème qui est affronté. Les partisans étaient des salauds tout aussi que les fascistes parce qu'ils ont tué des gens. Donc, est-ce que la violence a toujours, on met toujours tout sur le même niveau, ou bien est-ce que là on nie la légitimité de recourir à la violence en tant que moyen? Ouais. Alors vous avez raison, c'est une réponse qu'on peut apporter directement à Simons ici, de dire apparemment tu détestes tellement la violence que même pour renverser quelque chose de mauvais, tu n'envisages jamais de recourir à la violence. Et en fait le problème est sans doute un peu compliqué ici par le fait que peut-être la violence est tolérable pour renverser certains États qui sont illégitimes, mais certains États sont peut-être moins illégitimes que d'autres. Donc vous pouvez vous dire, si vous êtes dans un État totalitaire, peut-être que la violence pour renverser cet État totalitaire est légitime, tandis que si vous êtes dans un État qui n'est pas totalitaire, mais qui reste illégitime parce qu'il est justifié démocratiquement, et moi je ne suis pas d'accord avec la justification démocratique de l'État, là la violence est un peu moins illégitime parce qu'elle n'est pas suffisamment compensée par le gain qu'il y aurait à renverser l'État en question. Donc ça c'est un des sujets de discussion ici, comment on fait peser la violence. La plupart des philosophes, et je pense des personnes en dehors de la philosophie, admettent que la violence est négative, mais la question c'est à quel point la violence peut être compensée par les gains qu'elle permet d'obtenir. Évidemment, là on parle, il faut sans doute qu'il y ait des choses importantes. Et puis vous avez qu'il y a un contrepoint important. Puis vous avez toute une discussion qui est liée à ce que vous disiez, parce que la libération c'est dans un contexte de guerre, et ça on n'en parle pas ici, mais la guerre ça implique la notion d'État, et la question de savoir, enfin sauf les guerres civiles, de différents États, pardon, les guerres impliquent la notion de différents États, sauf les guerres civiles, mais ce n'était pas le cas dans votre exemple, et tout un débat sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste, à quel point une guerre peut être juste ou pas, quels sont les justes motifs de guerre, et quels sont qui contribuent à répondre à votre question, à partir de quand la violence est tolérable pour atteindre certains objectifs. Est-ce que pour défendre ses frontières, on a le droit, par exemple, d'utiliser la violence? En général, on a tendance à penser que oui. Enfin, si on pense au conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, peu, en tout cas en Occident, sont enclins à dire l'Ukraine n'est pas légitime à employer la violence pour défendre ses frontières. Donc on a ce type d'intuition-là. On n'est pas tous vent debout contre la violence en disant à aucune condition la violence n'est légitime. Pardon. Il y a peut-être une autre solution, qui serait de dire que renverser l'État, c'est pas possible. Enfin, je pense un truc qui est souvent assez. Quand on prend dans la littérature des moments où l'État est renversé comme ça, généralement il y a toujours. Généralement, c'est toujours envisagé qu'ensuite il y a une autre forme d'autorité, pas forcément l'État, mais toujours une forme d'autorité qui se met en place. Ouais, c'est très bien. Alors je vais vite. C'est toujours généralement une hiérarchie qui se met en place. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est de dire que c'est impossible de renverser l'État ou l'autorité, et qu'à la place, on peut essayer de chercher le meilleur État possible. Oui, c'est très bien. Enfin, je dis c'est très bien parce que ça me permet d'aller au point que je voulais faire, mais c'est donc une solution un peu fataliste, c'est-à-dire de toute chasser le naturel, il revient au galop, il y aura toujours un État. On va voir, c'est un des points que défend Nozick. Et donc, pour lui, si vous pensez ça, c'est un peu, vous êtes enclin à refuser le problème de la légitimité de l'État. Pourquoi? Parce que vous dites, de toute façon, l'État va être là. Donc, ça ne sert à rien de disserter sur la question de savoir s'il faut un État ou pas. Il faut plutôt se poser la question, comme vous le suggérez à la fin de votre question, Arnaud, de dire quel type d'État on veut. Parce que l'anarchie tout seul, c'est un État, c'est une situation instable, à partir de cette situation, va nécessairement émerger un type d'autorité politique. Donc,
L'autorité politique, c'est pas qu'on a à se demander si c'est légitime ou pas, c'est plutôt qu'elle est inévitable, donc il faut essayer de trouver le meilleur type d'autorité politique. Justement, pour le côté de l'anarchisme politique, j'ai un petit peu de problème, puisque le premier step, c'est effectivement, on se débarrasse de l'État. Après, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'état de nature. Il y a des formes quand même d'organisation politique. Ben non, l'anarchiste politique, il pense que la contrainte est toujours illégitime. D'accord ? Alors après, vous avez différents types d'anarchistes politiques. Vous avez, comme on l'a vu, pas vu, mais j'ai fait allusion, vous avez des anarchistes plutôt de gauche, à la Bakounine, qui vont dire qu'il ne faut même pas de propriété privée dans une anarchie. Vous avez des anarcho-capitalistes, qu'on range plutôt du côté des anarchistes de droite, qui disent dans un État anarchiste, enfin dans une situation anarchiste, il y aura de la propriété privée. Ça, c'est un des grands points de désaccord. Mais dans tous les cas, si vous êtes un anarchiste, il ne sera jamais légitime qu'une personne impose à quelqu'un d'autre par la contrainte de certaines actions. Bon, effectivement, on peut dire que ce n'est pas légitime, mais ça se passe quand même. Il va quand même y avoir un plus musclé qui va écraser les autres. Et donc, et ça, c'est l'argument que disait Arnaud à l'instant, de dire ça nous fait une belle jambe de savoir que ce n'est pas légitime si dans tous les cas, il va y avoir un plus fort qui risque d'émerger et d'imposer sa loi aux autres. Mais en tout cas, sur le plan normatif, vous pouvez dire le système idéal, c'est un système dans lequel personne n'impose de contraintes. Et comme l'État, par nature, c'est un type d'institution qui impose des contraintes, il faut viser un système dans lequel il n'y a pas d'État. Est-ce qu'il est stable? Ça, c'est évidemment un des problèmes. Alors, voilà où on en est dans notre problème d'autorité politique. On a envisagé plein de solutions, vu des problèmes. On a envisagé l'anarchisme, deux versions, fortes, politique, et puis une version plus douce, philosophique, dite philosophique. Et puis il y a un dernier type de stratégie, et je ne sais pas si c'est exhaustif, mais j'ai essayé de rassembler toutes les réactions possibles à ce problème de l'autorité politique. Si vous en avez d'autres, elles sont plus que bienvenues. C'est de dire, en fait, ce n'est pas vraiment un vrai problème. Oui, vous avez une autre solution? Non, j'ai une question. Oui. Donc ça veut dire que pour Simons, Non, pas de problème. que du coup les gens qui feraient la révolution, qui s'essayeraient à être contre l'État ou comme ça, Ouais. c'est des gens qui seraient forcément contre la morale. Dans le sens où si la seule raison pour laquelle on respecte les droits de l'État, c'est parce qu'on a des valeurs morales et tout, du coup, si on est contre l'État, on va à l'encontre de la morale. Alors, je ne pense pas qu'il dirait forcément. Il dirait il y a sans doute des situations dans lesquelles, et ça revient à la question que vous posiez sur la violence précédemment, où si vous êtes dans un État extrêmement totalitaire ou qui opprime clairement une minorité, là, la violence peut être légitime. Mais Simons, le point sur l'appel à la violence consiste à dire, dans des États tels que ceux qu'on connaît aujourd'hui, relativement démocratiques, relativement égalitaires en termes d'égalité des droits, relativement respectueux des droits individuels. Dans ces États-là, le seuil, la contrainte que représente l'État n'est pas assez grave pour justifier l'appel à la violence. Et peut-être le deuxième point qui rajoute ici, et c'est un point qu'on a toujours dans les interventions politiques comme non politiques, c'est l'appel à la violence. On ne sait souvent pas où ça s'arrête. Hein. C'est-à-dire, on se dit, oui, on va décapiter le roi. Bon, c'est déjà vraiment une grande violence parce qu'on tue une personne, mais on se dit peut-être ça va s'arrêter là, puis on se rend compte qu'après, quand on attaque les institutions qu'on voulait remplacer, ça essaime et il y a finalement un bain de sang. Donc il y a aussi ces considérations prudentielles-là de type de... C'est pas parce que on a l'impression que la seule manière de faire serait la violence qu'en fait la violence va marcher, ni qu'on sait à quel point la violence va être contenue. Hein. Donc je pense que c'est ce type de considération qu'il a en tête. Mais je ne pense pas qu'il dirait nécessairement on est immoral si on veut renverser par la violence certains types d'États. Bien, alors, comment est-ce qu'on peut soutenir maintenant que, si on le peut, que le problème de l'autorité politique, c'est un problème en quelque sorte mal posé. Vous avez deux grandes façons de faire ça, que j'ai appelé ici fatalisme et conservatisme. Fatalisme, c'est ce que suggérait Arnaud à l'instant, c'est que c'est inutile de se demander si l'État est légitime parce que de toute façon il est inévitable. Il va toujours y avoir un État. Donc
on se pose une question qui est purement théorique, mais qui n'a pas de grand intérêt pratique. Et puis vous avez une autre solution conservatrice. Alors je ne sais pas si c'est... Enfin, le conservatisme, quand on verra ça, on verra que c'est peut-être une des idéologies qui est pas... Toutes les idéologies politiques sont difficiles à définir, mais celle-ci c'est peut-être la pire. Mais en tout cas, vous avez un mode de réaction conservateur qui consiste à dire: écoutez, tout votre problème est mal posé. Ça fait 5 séances que vous nous cassez les pieds à nous dire qu'est-ce qui légitime l'État. Donnez-nous des raisons positives en faveur de l'État. Mais moi, je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Vous avez complètement renversé la charge de la preuve. Vous devez donner, c'est celui qui veut contester l'État qui doit donner des raisons positives contre l'État. L'État, il est là. On vit sous cet État-là. Si vous voulez le changer, c'est à vous de donner des bonnes raisons. Et ce n'est pas à nous de justifier l'État. Donc, le problème, c'est la légitimité du renversement de l'État et ce n'est pas la légitimité de l'État. Alors, on voit brièvement ces deux réactions. Vous voyez que dans ces deux cas, on est un peu par rapport au problème de l'autorité de l'État. On renverse un peu le problème et on pense que le problème est mal posé. Que dit le fataliste? Donc, vous avez une version de ça. On va réétudier Nozick quand on va parler de justice sociale à partir de la deuxième moitié de cette séance. Nozick écrit un livre extrêmement discuté, sans doute un des 2 grands livres les plus discutés de philosophie politique, avec le livre de Rawls dont on parlera aussi du XXe siècle, Anarchie, État et Utopie, et dans lequel Nozick défend un État minimal. Okay. Il pense que on ne peut pas être un anarchiste total, et il pense qu'il y aura toujours un État minimal. C'est pas que Nozick adore les États minimaux, c'est pas qu'il cherche à justifier la légitimité de l'État minimal. Comment est-ce que Nozick pense qu'on doit être un minimaliste au sujet de l'État? Qu'est-ce que c'est un minimaliste au sujet de l'État? C'est quelqu'un qui pense que l'État assure des fonctions régaliennes élémentaires, la police, le maintien de l'ordre, la protection des frontières. Regardez comment Nozick réagit, motive cette idée qu'on doit convenir du fait qu'il y a un État minimal. Il dit: si vous avez une situation d'anarchie, c'est exactement ce que vous disiez Arnaud, si vous avez une situation d'anarchie, naturellement vous allez avoir des agences de protection. Ça veut dire quoi ça? Nozick dit, donc il pense à une anarchie avec propriété privée, donc de l'anarcho-capitalisme, et puis maintenant il n'y a plus de police pour nous protéger les uns des autres, des agressions physiques mais des vols. Donc Jean peut rentrer chez nous et prendre tout ce qu'il veut. Donc on vit dans cette insécurité permanente. Même si la plupart d'entre nous sommes plutôt respectueux des droits et des obligations morales ordinaires, il y a Jean. Okay, et puis, surprise, il y a Maureen aussi. On ne s'attendait pas à ça, mais Maureen se met aussi à piquer des trucs et les deux se mettent dans tous les sens. Et il n'en faut pas beaucoup pour que ça mette en péril notre sécurité individuelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus d'État. Eh bien, on va faire appel à des agences de protection privée, parce qu'on ne va pas passer notre vie à surveiller notre maison, on veut quand même aller à notre travail, on veut passer du temps avec nos copains. Donc on va aller voir Elodie, puis on va dire: Elodie, je te donne 10 francs par mois, mais tu me garantis que tu protèges mon jardin. Il y a Jean, il y a Maureen, il y en a peut-être d'autres, fais attention à ce qu'ils ne rentrent pas. Okay, donc moi je vais aller voir Elodie, Loïc va aller voir Jessica, dire: Jessica, tu me protèges. Et puis il va y avoir plein de petites agences de protection comme ça auxquelles on va faire appel, qui vont être en concurrence. Donc vous avez plein de polices privées si vous voulez. Donc ça, c'est la première étape d'Inozic qui suivra nécessairement si on est dans un état d'anarchie. On doit assurer notre sécurité, mais comme ce n'est pas la seule chose qu'on veut faire dans notre vie, on va déléguer la protection de notre sécurité à des polices privées, ce qu'il appelle des agences de protection. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? On a 2 agences de protection dans mon exemple maintenant. Il y a l'agence Jessica, puis il y a l'agence Elodie. Ces agences de protection, elles risquent de se faire la guerre entre elles, d'accord? Parce qu'on a maintenant 2 entités puissantes qui sont payées pour défendre les individus. Et si ça se trouve, qu'est-ce qui se passe si... Donc moi, je suis protégé par Elodie, et puis tout d'un coup, je vais piquer des choses chez Giacomo, qui est protégé par Jessica. Donc Giacomo va voir son agence de protection, Jessica, et dire: hey, il y a Olivier qui m'a piqué quelque chose. Et puis Jessica va voir Elodie, et puis dire: hey, il y a un des types que je protège qui s'est fait piquer un truc par un des types que tu protèges. Bon, ben là, vous voyez, quand Jessica et Elodie, ça peut vite mal tourner ici, parce que moi, je paye Elodie, elle n'a pas vraiment intérêt, Elodie, à dire à Jessica: ouais, t'inquiète pas, je vais le faire tenir à sa place. Elodie, je la paye, donc à l'arrivée, si elle ne prend pas mon parti, elle risque de pas être payée. Donc, nouvelle guerre maintenant entre Jessica et Elodie, qui sont nos agences de protection. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, soit Jessica, soit Elodie gagnent.
soit il y en a une qui capitule et qui dit oui, je rejoins ton agence, on fait une grande super agence de protection, ce sera mieux comme ça. Et puis on sera plus fort et on pourra se défendre contre de tierces agences de protection encore. L'idée de Nozick, c'est qu'à l'issue de ce processus, il va y avoir un monopole de fait, il va y avoir une grande agence de protection, parce que cette guerre des agences de protection va droit dans le mur, donc il y en a une qui va s'imposer comme la plus forte, soit qu'elle avale les autres, soit qu'elle les écrase. Et cette agence de protection, ce monopole, c'est ça l'État minimal. D'accord. Donc vous voyez que même si vous ne voulez pas d'État, vous partez de l'anarchie, et juste la question des conflits individuels va faire qu'il va y avoir une agence monopolistique de protection. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Monopole de la violence, vous avez exactement les germes d'un État ici. Hein. Donc l'idée de Nozick, c'est vous ne cassez pas la tête avec la légitimité de l'État, que vous en vouliez ou non, vous en aurez un. Parce que même dans une situation d'anarchie où on est totalement libre, très rapidement, on va se poser le problème de notre sécurité individuelle, de la compétition entre les agences de protection et du fait que l'une va gagner par rapport aux autres. Jean. Mais il y a deux choses déjà. La première chose, c'est, il me semble qu'il y a beaucoup de ces choses, des problèmes, tout ce qui concerne le vol ou comme ça, qui sont détruites si on enlève le principe de propriété, quoi, comme beaucoup d'anarchistes le disent, quoi. Parce qu'on enlève tout ce qui est des frontières, de la propriété, etc. En tout cas, j'imagine. Mais l'autre truc, c'est cette idée d'agence de protection. Il me semble qu'on sort déjà dans l'anarchie dès qu'on commence à entrer là-dedans, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un gouvernement qui est horizontal, où tout le monde a la même puissance, etc. Et du coup, si on commence à avoir une agence de protection, alors on entre dans un schéma vertical, et puis là on n'est plus là-dedans, et puis au contraire de l'anarchisme, il y aurait ce côté où s'il y a une personne qui fait du tort à une autre, tout le monde est contre lui, quoi. Enfin, parce que c'est... Oui, mais sur le deuxième point, si vous pensez qu'il y a déjà de l'anarchie qu'on quitte l'anarchie déjà avec les premières agences de protection, Nozick dit, très bien, je vous ai montré que l'anarchie n'est pas tenable. Okay, on ne peut pas rester dans l'anarchie, parce que moi je pense que fatalement, on va arriver vers au moins une pluralité d'agences de protection. Alors, il y a quand même un inconvénient conceptuel à dire ça, c'est qu'en général, on oppose l'anarchisme à l'étatisme, donc ce serait bien d'avoir d'un côté l'anarchisme et de l'autre côté l'État, puis l'État, il est censé être unique sur un territoire. Tandis que là, vous dites, on a déjà quitté l'anarchisme si on a plein de petits États sur un territoire, donc on a un troisième larron au milieu de l'anarchisme et de l'étatisme qui est une multiplicité de micro-autorités. Mais pourquoi pas, enfin, ça c'est juste c'est juste du découpage conceptuel. Et puis votre premier point sur la propriété privée, donc Nozick, l'anarchie qu'il envisage, lui, c'est une anarchie dans laquelle il y a de départ, dans laquelle il y a de la propriété privée. Et il ne pense pas que l'absence d'État remette en cause la propriété privée, parce qu'il ne pense pas que la propriété privée se soit introduite par l'État. Elle est garantie par l'État, la propriété privée, mais le fait que vous ayez que tel lopin de terre soit le vôtre ou que tel gâteau que vous avez fait soit le vôtre, ça c'est un droit naturel, au même titre que d'autres droits naturels que vous avez de vous exprimer, de vous déplacer comme vous voulez. Et typiquement, vous allez avoir tendance à protéger ces droits-là. Donc lui, c'est pas un anarchiste dans lequel il y a de la propriété privée. Mais en fait, je pense que c'est un anarchiste dans lequel il y a de la propriété privée. Mais même si vous avez une anarchie sans propriété privée, vous avez vite des problèmes de conflit entre individus et la tentation de faire appel à d'autres personnes pour vous protéger, elle vient assez naturellement. Et vous voyez que si vous dites, genre, si on a ces agences de protection, on quitte l'anarchie, mais comment est-ce qu'on pourrait ne pas les avoir à partir du moment où on veut les avoir? C'est-à-dire, dans une situation où on est menacé par vous, où vous risquez de nous voler des choses, c'est très naturel de dire, on va demander à Elodie de nous protéger. Moi, c'est ce dont j'ai envie, parce que je ne veux pas passer ma vie à surveiller mon jardin. Donc les gens vont vouloir faire ça. Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'anarchie reste horizontale? Comme vous disiez, il faudrait qu'il y ait une autre autorité qui interdise de faire appel aux agences de protection. Mais là, c'est aussi une autre manière de quitter l'anarchie, parce que vous allez avoir vous avez cette autre autorité maintenant qui interdit certains contrats, qui interdit le fait de faire appel à des polices privées. Donc cette autorité elle-même, elle a quitté le plan horizontal que vous visiez. Donc, il y a un sens dans lequel cet argument nozickien contre l'anarchie, il est froidement réaliste. Il n'a pas cet aspect utopiste de l'anarchie que vous imaginiez, où on va tous être solidaires, si quelqu'un attaque Jean, on va tous venir l'aider. Et ça marche peut-être dans le contexte des philosophes de cette salle, parce qu'on est tous super et qu'on s'aime bien, mais faites entrer... Ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas,
ouais, même si maintenant on sort complètement d'idée d'État, ça va être, imaginons, hein, genre, en expérience de pensée, ça irait très très long jusqu'à qu'on ait éliminé toutes les rémanences de cet état-là, enfin cette manière de fonctionner et puis de ce à quoi on tient, et puis en fait il n'y aurait pas forcément besoin, mais on n'a pas l'habitude, quoi, enfin j'imagine. Alors, il y a un côté utopique, hein, je suis d'accord oui, avec ça. alors pour vous dire, il y a quand même une réponse à cet argument-là. Donc l'idée de Nozick, c'est l'anarchie, c'est un état instable, et forcément il va y avoir un état qui émerge sur cette base. Alors cet argument de Nozick, il a été contesté récemment par Mike Huemer, dont je vous ai parlé déjà, qui est un anarcho-capitaliste, et lui dit ce que sous-estime Nozick, c'est à quel point la violence est coûteuse. C'est-à-dire si vous innociez la violence dans un état où il n'y a pas d'état, vous vous exposez à la revanche des autres. Okay. Tout d'un coup, vous êtes, ça rapporte peu d'être violent dans une situation d'anarchie. Et donc, Huemer dit en fait, très vraisemblablement, ces différentes agences, il a un argument assez complexe pour montrer, mais intéressant pour montrer que ces différentes agences de protection, elles vont rester dans un état de concurrence entre elles et qu'il ne va pas y avoir la deuxième étape de Nozick, à savoir un monopole des agences de protection. Donc c'est un argument qui a été, comme vous en doutez, qui a été discuté, mais il ne faut pas sous-estimer le coût de la violence. Okay, a priori, aller se servir dans l'assiette du voisin, ça a l'air facile, parce que vous avez à manger pour rien, mais en fait, à partir du moment où vous prenez en compte le fait que la personne chez qui vous vous êtes servi, sans son accord, va certainement vouloir être remboursée ou va faire appel à d'autres pour se venger, vous vous rendez compte que le coût de la violence est plus élevé. Donc il y a un aspect un peu plus utopiste, si vous voulez, dans les réflexions de Huemer, en disant c'est pas dit que sans État, forcément, on aille vers une agence de protection monopolistique. Bien. Alors, juste avant la pause, je voudrais mentionner, pour qu'on puisse passer après la pause au second grand problème de philosophie politique, à savoir la question de la justice distributive ou de la justice sociale. Brièvement mentionner une réponse conservatrice assez naturelle et frappante à ce problème de l'autorité de l'État. Que va dire un conservateur? Souvent, je n'ose pas dire toujours, mais souvent, il va dire tout votre problème est mal posé parce que l'État, c'est la situation dans laquelle on est. C'est quoi l'État? C'est l'ensemble des institutions qui ont été à travers le temps construites par différentes décisions. Si vous prenez un système juridique, c'est tout un tas de décisions qui datent parfois de plusieurs siècles ou même de plusieurs millénaires, d'institutions de la même façon publiques. Tout ça, c'est l'État, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand on est, et c'est pas une bonne attitude pour le conservateur de d'emblée demander à justifier la situation dans laquelle on est. La bonne attitude, c'est d'accepter cette situation-là. On est quelque part, on est dans un certain contexte naturel, institutionnel. Ça, c'est de là d'où on part. Et ce qui doit être justifié, c'est la modification de ce concept, de ce contexte de départ. C'est pas l'inverse. Okay, donc, vous voyez, tout le problème de l'autorité politique, il est un peu un problème, comme dirait le conservateur, hors sol. C'est-à-dire, on arrive, puis on se dit, qu'est-ce que serait un État légitime? Comme s'il n'y avait rien avant. On a réfléchi jusqu'ici, indépendamment de l'histoire et des États, on se dit que ce que le conservateur va considérer comme une forme de rationalisme politique qu'il n'aime pas, lui, il pense que les réflexions politiques doivent partir toujours de ce qui existe. Et le conservateur, dans certains États, vous pouvez choisir d'être conservateur dans certaines situations et pas d'autres. Peut-être qu'on est plus volontiers conservateur en Suisse qu'en Corée du Nord, par exemple, ou dans l'Allemagne nazie. Mais en tout cas, si vous êtes conservateur dans des institutions helvétiques suffisamment acceptable à différents égards, le conservateur va dire c'est la modification ou la destruction de l'État que vous devez justifier. Okay. Donc la charge de la preuve repose sur les épaules de ceux qui veulent changer les choses. Ça, c'est l'attitude du conservateur. Alors évidemment, si vous avez cette attitude, tout le problème de l'autorité politique s'effondre en quelque sorte. Parce que nous, on s'est demandé, on a d'emblée fait poser une suspicion sur l'État en disant l'État, il pratique la contrainte, c'est une mauvaise chose, donc l'État, il doit se justifier. Le conservateur dit non, il n'a pas à justifier, il est là, vous devez nous expliquer pourquoi vous devez changer l'État. Alors est-ce que vous voyez un problème pour cette attitude conservatrice face au problème de la légitimité de l'État, de l'autorité politique? Oui, alors Je pense déjà tout d'abord qu'il faudrait dans ce cas justifier chaque fois qu'on veut changer une loi. Parce
pose ce problème. Si on tourne le problème comme ça, on ne peut pas appliquer à l'État comme il était quand on est né. Mais si par exemple, tout à coup, maintenant je décide que je veux contraindre les gens à ne plus se baigner dans le lac le dimanche pour telle raison, là, on peut de nouveau appliquer le problème de l'État. Et ensuite, peut-être un autre. Attendez, juste là-dessus qu'on aille progressivement. L'idée qu'il faut justifier tout changement des lois, ça c'est précisément ce que va dire le conservateur. Il va dire par défaut, ce qui prévaut, c'est les lois qui existent jusqu'à maintenant. Et la justification, elle incombe à celui qui veut changer les lois. Et ça, donc, vous avez juste redit ce que lui dit. Donc, en quoi est-ce que il y a peut-être une objection là, hein, mais lui, il va dire oui, c'est précisément ce que je dis. Et peut-être juste pour ajouter quelque chose qui va dans son sens, c'est souvent la situation dans laquelle on se retrouve si, supposez qu'on discute de changer le plan d'études du bachelor de philosophie pour savoir si on introduit, je sais pas quoi, tel ou tel cours, ou si plutôt les cours vont apporter 7 crédits plus 6 ou 3, ou des choses comme ça. On débat. On n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait si vraiment on n'arrive pas à se mettre d'accord? Bon, soit on vote, mais il va y avoir un frustré, soit on n'est que deux, donc c'est vous et moi, il n'y a pas de vote possible, on peut se battre, mais c'est pas non plus très efficace pour le futur. En général, on retombe sur la solution par défaut, on dit on ne change pas. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le changement, alors on ne change pas. Okay. Et ça, c'est une procédure de décision qu'on accepte très souvent, indépendamment de considérations politiques générales, c'est-à-dire s'il n'y a pas une adhésion forte pour un changement de ce qui existe, on reste avec ce qu'il y a là. Okay. Et c'est précisément ça l'intuition du conservateur sur ces sujets, de dire on est tous à peu près d'accord là-dessus, donc changeons pas tant que ça va. Si évidemment une loi apparaît comme manifestement ayant des effets négatifs ou portant atteinte à telle ou telle personne, là on peut changer. Mais il faut qu'il y ait une adhésion forte pour le changement. Pardon, je vous ai coupé, vous avez une deuxième proposition. Il faudrait justifier l'apparition de l'État. Ah, justifier l'apparition de l'État. Il dit justement cet état et l'attitude, c'est selon quelle nomination, mais c'est pas. Il a quand même été, créé un pour un autre. Peut-être, je pense que le conservateur dirait oui, vous pouvez vous poser cette question-là, mais c'est pas vraiment la question qui se pose à nous maintenant. Mais lui, c'est de dire nous on commence maintenant, on commence cette philosophie politique maintenant. Autrement dit, la grande objection du conservateur, on en reparlera, à la philosophie politique telle qu'on l'a pratiquée là, c'est dire vous procédez in abstracto, ce qu'il appelle rationaliste, c'est dire vous fermez tout, vous fermez les yeux, les oreilles comme des cartes devant son poêle et vous essayez d'imaginer un système politique parfaitement juste, parfaitement légitime, etc. Et lui dit c'est pas la bonne manière de penser en termes de politique parce qu'on part toujours dans une situation et on doit raisonner à partir de cette situation. Okay. Donc quand vous dites qu'il faut revenir à l'origine de l'État, le conservateur dit oui, vous pouvez faire ça, mais dans tous les cas, ce problème, il est très abstrait par rapport aux problèmes qui nous sont posés à nous maintenant, de savoir dans les institutions dans lesquelles on est, comment est-ce qu'on les adapte, s'il faut les adapter, etc. Alors, il y a une objection que j'espérais que vous soulèveriez au conservatisme, parce qu'on a appuyé ça quand on a introduit le problème de l'autorité politique, c'est de dire que la contrainte est négative. C'est ça qui fait naître le problème de l'autorité politique. Si quelqu'un force quelqu'un d'autre à faire quelque chose, on pense que ça, il faut qu'il y ait des raisons pour ça. Pourquoi ? Parce que forcer quelqu'un, c'est pas bien. Donc il faut justifier le fait qu'on force quelqu'un. Et notre conservateur, maintenant, il a l'air de se retrouver face à l'État qui force des gens et dire « Ouais, c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui en forcent d'autres. Tu dois me justifier, savoir si tu veux qu'ils arrêtent de forcer. » Mais là, on a l'impression que, normativement, il a quelque chose de problématique parce qu'il a l'air d'un coup de plus voir le problème que la contrainte est quelque chose qui doit être justifié. Hein, c'est ça qui fonde le problème de l'autorité politique, c'est qu'il faut justifier la contrainte. Et là, notre conservateur a l'air de dire qu'il n'y a pas besoin de justifier la contrainte. Une fois qu'elle existe, elle est comme ça. Alors je vous dis juste, et puis on fait une pause, je donne juste une réponse possible du conservateur à cette idée. Une idée du conservateur, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a de la contrainte dans l'état dans lequel on est, mais il n'y a pas que de la contrainte. Ce dont on hérite quand on est, c'est un ensemble, un grand lot d'institutions. Grande chose très compliquée qui inclut des interdictions, des obligations, mais aussi des droits. Quelque chose extrêmement complexe, construit sur le temps long, dans l'histoire, avec tout un tas de milliers de lois, de personnes, d'institutions, de bureaux, etc. La contrainte, c'est juste une petite partie de ça. Okay ? Peut-être c'est une partie essentielle, mais c'est juste une petite partie de ça. Et l'attitude conservatrice, ça consiste à dire, on est d'accord que la contrainte, c'est pas bien en soi,
Mais moi, je recommande d'accepter tout le lot, de prendre tout ça. Enfin, ça ne veut pas dire de l'accepter pour toujours tel quel, mais de dire au moins le lot dans son ensemble, il est acceptable pour commencer, et on doit justifier le changement dans ce lot-là. Autrement dit, ce n'est pas là seulement la contrainte que vous trouvez légitime, c'est la contrainte en tant qu'elle est une partie d'un grand tout. Okay, donc la contrainte, c'est négatif, mais peut-être, dit le conservateur, que la contrainte, elle est nécessaire pour que le tout tienne ensemble. Et pour vous donner un aperçu un peu plus clair de ce que veut dire le conservateur ici, j'introduis une métaphore que le conservateur met tout le temps en avant quand il parle de politique, enfin tout le temps, très régulièrement en avant, c'est que le conservateur va dire le corps politique, les institutions, ça ressemble énormément à un écosystème. Vous en avez déjà parlé, je pense, quand on parlait de Hume au premier semestre, qui est sans doute un des pères du conservatisme avec Burke et d'autres. Et que disent, pourquoi est-ce que cette contrainte, cette analogie de l'écosystème est intéressante? L'idée du conservateur, c'est quand vous avez un écosystème, oubliez la philosophie politique maintenant, quand vous avez un écosystème devant vous, que vous avez des préoccupations écologistes, vous aimez bien cet écosystème, vous trouvez le système dans son ensemble, c'est bien, puis vous voyez qu'il y a des petites parties qui ne sont pas super. Vous observez la savane, c'est très beau. Ah, le moment où il y a le lion qui mange la gazelle, c'est un petit peu dur quand même. Enfin, c'est quand même beau l'écosystème ici, et on va vouloir préserver cet écosystème-là. Et par ailleurs, si vous êtes, oubliez toujours la philosophie politique, si vous êtes face à un écosystème, vous savez que c'est un système complexe et souvent vous ignorez les équilibres à l'intérieur. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez toucher sans risquer de menacer les choses à côté. C'est un grand problème en écologie. Est-ce que si je construis une maison là ou que je détourne une rivière, ça ne va pas bousculer tout l'écosystème? Le conservateur, il a exactement la même attitude vis-à-vis des systèmes sociaux. Il pense que comme il y a des systèmes naturels, il y a des systèmes sociaux, toutes ces choses tiennent peu ou prou ensemble. Il pense que le système dans son ensemble, il est plutôt bien, mais de la même façon qu'il y a un peu de violence quand le lion mange la gazelle, il y a un peu de contrainte quand l'État punit celui qui va trop vite sur la route. La contrainte n'est pas très bien, n'est pas très bonne en soi, mais le conservateur se dit peut-être que si on touche à ça, on risque de mettre en péril le système. Okay. De la même façon que si vous touchez à un écosystème et que vous empêchez à tout organisme de nuire à un autre organisme, bah, là il y a de fortes chances que tout votre écosystème s'effondre, parce que le fait qu'un organisme nuise à un autre, c'est une condition nécessaire de la plupart des écosystèmes. Donc la réponse, j'arrive tout de suite, Jean. Vous voyez que le doute qui pèse sur la réponse conservatrice, c'est de dire « Quoi, mais tu ne te rends pas compte que la contrainte doit être justifiée ?» Et puis sa réponse, elle consiste à s'évader un peu, à dire « C'est pas que je trouve que la contrainte c'est bien, c'est que moi ce que j'accepte, c'est pas la contrainte, c'est le système dans son ensemble, et je ne sais pas si la contrainte est peut-être nécessaire au fait que le système tienne. » Okay. Donc une forme de prudence en disant « C'est fragile les systèmes sociaux, donc on ne peut pas juste mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. » Jean. Mais ouais, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais moi quand j'entends ça, je pense au film Matrix, où c'est un peu, ça prend un peu ce côté-là, où on pourrait aussi nous dire oui, mais si vous vivez dans la matrice, c'est un écosystème qui fonctionne bien, etc. Pourtant, quiconque a regardé ce film aurait envie de sortir de la matrice, en fait. Parce que oui, c'est un écosystème qui fonctionne, mais quand même artificiel, et puis ouais. Il y a un peu ce côté de dire oui, mais c'est là, puis c'est quand même bien et tout. Oui, mais ça n'empêche pas tout ce qu'il y a de mauvais. Donc, ouais, c'est un peu, je trouve, il y a un peu un côté d'imposer une réalité en disant. Alors en l'occurrence, c'est pas lui qui impose. Le conservateur, il n'arrive pas avec des lois en général. Il prend ce qu'il a, il hérite. Quoi. Tous les conservateurs, quand vous le lisez, ils disent juste. Il y a de l'histoire avant. C'est tout ce que n'ont pas les autres. Puis on va revenir sur l'histoire quand on parlera de justice distributive. Et puis sur la Matrix, le conservateur dit. C'est la même attitude un peu qu'on peut avoir par rapport aux sceptiques en philosophie. Donc vous avez des philosophes qui cherchent à répondre aux sceptiques. Pour ceux qui ont suivi les cours du professeur Chevalier-Cossel, vous avez plein de stratégies pour répondre aux sceptiques. Et puis vous avez la stratégie des paresseux, qui est un peu la mienne en l'occurrence, je dois vous avouer, qui est de dire ça m'enquiquine ces problèmes sceptiques. Je sais bien que je ne suis pas dans la matrice. On va pas pérorer des tonnes d'années pour savoir si ça se trouve le monde extérieur n'existe pas ou je suis dans la matrice. C'est clair qu'on n'y est pas, donc on peut juste mettre ce problème sur le côté. Et de côté, pardon. Et je pense par analogie, c'est un peu ce que dit le conservateur. On peut toujours dire peut-être ce système est absolument mauvais, peut-être on est dans quelque chose sans nous en rendre compte qui est terriblement odieux, fait de tout un tas de contraintes et d'oppressions, mais le conservateur dit
moi, j'ai pas vraiment de raison suffisante de penser qu'on ne vit pas dans la réalité dans laquelle on semble vivre. Je pense pas vraiment que la réalité est ailleurs ou qu'on est... Donc il écarte un peu ça d'un revers paresseux. Là, ouais. Mais ça rejoint un peu l'anarchisme philosophique du coup à ce niveau-là. Alors il y a des proximités avec l'anarchisme philosophique. Je voulais élaborer là-dessus, mais là on n'aura pas le temps. Mais il y a un soupçon qui pèse sur l'anarchisme philosophique de dire est-ce qu'au fond c'est pas un conservatisme déguisé, quoi. Est-ce que c'est pas, il fait comme s'il était anarchiste, mais à l'arrivée il dit finalement c'est pas plus mal d'avoir des institutions. Puis ça ressemble un peu à ça. Il y a une grande différence quand même, c'est que pour le conservateur on a des obligations qui viennent de l'État. Okay, il pense vraiment qu'on a des obligations qui viennent du fait qu'on est né dans un certain contexte, on a des obligations en tant que citoyen, on a des obligations d'homme, qu'on a des obligations en tant que fils de, père de famille, etc. Donc il pense que les relations sociales génèrent des obligations spéciales vis-à-vis de certaines personnes et pas vis-à-vis d'autres. Et ça, Simons ne veut pas de ça. Il pense qu'on n'a que des obligations morales typiquement générales, mais on n'a pas d'obligations en tant que citoyen. Donc ça, il y a quand même une ligne de séparation ici. Dernière question, Giacomo? Non? Très bien. Vous avez peur de vous faire détester. On fait une pause, on reprend à 10 pour la question de la justice distributive. Pardon, à 20, excusez-moi. On reprend il y a 1 minute.